Je suis ravie de vous retrouver pour le podcast Experte à la Une avec une invitée aujourd'hui singulière. On l'appelle le médecin qui répare les femmes. Bonjour Rada Antem Ganzer. Bonjour Christelle. Qui es-tu ? Je suis une femme, un médecin, et trois maintenant, par la force des choses, une espèce d'entrepreneuse qui essaie de consolider, de promouvoir son modèle. Rada, tu es née au Liban en 59, je crois. Absolument. Je ne peux pas ne pas te poser la question aujourd'hui, vu ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Tu es partie du Liban à l'âge de 19 ans, 18 ans, un petit peu avant. Tu étais au Liban durant la guerre civile en 75, qui a démarré en 75, donc à Beyrouth, dans un univers de chaos. Comment tu vois les choses aujourd'hui avec ce qui se passe, notamment au Liban, qui a encore été bombardé toute la nuit, notamment Beyrouth Sud ? Aujourd'hui, je suis absolument dévastée parce que j'ai l'impression, depuis que mon adolescence s'est passée dans les conditions que tu as décrites, rien n'a changé. C'est-à-dire que les gens ont dit la guerre s'est terminée, mais la guerre ne s'est jamais terminée. Le Liban n'a jamais été autonome, le Liban n'a jamais été souverain. Et une fois de plus, c'était déjà frappant lors de la guerre du Golfe, une fois de plus, les grandes puissances viennent régler leurs problèmes, faire leur marché, sans se préoccuper absolument des populations qui sont là, et en se donnant un beau rôle de sauveur de l'humanité, de débarrasser les gens d'un tyran sans jamais se demander, et après, qu'est-ce qui va se passer dans cette région où ils ont allumé un brasier qui n'est pas prêt de s'éteindre. Alors je suis très en colère. Tu as encore de la famille sur Bien place ? sûr, bien sûr, j'ai un frère, des neveux, des tantes, des cousins. J'ai encore beaucoup de famille, beaucoup d'amis. Et aujourd'hui, je sais, parce que évidemment, WhatsApp, qui n'existait pas quand j'étais jeune, permet d'être en contact permanent, donc aussi de se rassurer en permanence. Mais là, les fils WhatsApp avec le Liban ont redémarré plein pot, parce que voilà, tous les matins, on demande, bon, tout le monde va bien, personne n'a rien eu, comment ça va ? Et tous les soirs, c'est la même angoisse. Et ça n'est pas juste que des peuples payent le prix fort pour des choses dont ils ne sont absolument pas responsables. Et parce que là, c'est la population qui, de nouveau, est obligée de fuir Beyrouth. Est-ce que c'est pour cette raison, toi aussi, que tu es venu en France pour faire tes études dans les années 75 ? Je suis venue parce que c'était la guerre et que la guerre ne permet évidemment pas de vivre normalement. Aujourd'hui, j'entends des interviews de jeunes Libanais qui disent « Mais on a une telle charge mentale de stress que comment voulez-vous qu'on s'intéresse à nos études ? Comment voulez-vous qu'on pense à autre chose qu'à survivre ?» Aujourd'hui, quand Israël intime aux Libanais de quitter Beyrouth, notamment le sud, de quel droit un pays va intimer à un autre l'obligation de dégager d'un territoire ? Enfin, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Moi, je suis partie parce qu'en effet, je voulais faire des études et que c'était techniquement compliqué. Et donc, j'avais cette idée je dois m'occuper de mon avenir, je dois avoir une formation de qualité, donc je ne peux pas rester au Liban. Mais ça n'est jamais facile de partir. Qu'est-ce qui t'a poussé ? Comment tu as franchi ce pas-là ? Donc, tu as passé ton bac à Beyrouth et tu as poursuivi tes études donc, en France. Tu es venue toute seule. Comment tu es arrivée en France ? Alors, j'ai passé mon bac dans des conditions un petit peu étonnantes parce que l'école... Moi, j'étais au lycée français de Beyrouth qui ouvrait un mois sur 3. En première, il n'y a pratiquement pas eu de cours et en terminale, les cours ont repris en janvier. Donc on a mis les bouchées triples pour être prêt pour passer le bac, parce qu'on passait le même bac que les Français, aux mêmes heures, les mêmes jours, pour que ça soit juste et équitable. Donc là, j'ai vraiment bossé comme une folle, parce que je ne voulais pas perdre cette année. Et je me suis inscrite par correspondance, donc à l'époque c'était par avion, avec une poste qui fonctionnait évidemment très mal dans un pays totalement déstructuré. Et donc j'avais envoyé des dossiers un peu partout. Et heureusement, j'ai été acceptée dans des facultés françaises. Et puis ensuite, ça a été la guerre des visas, parce que vous ne partez pas comme ça.
il vous faut un visa étudiant, donc un visa long, donc des démarches administratives hyper complexes, mais heureusement, les choses ont abouti en temps et heure. Et je suis arrivée à Paris début septembre 77, en laissant derrière moi un pays que je n'étais pas certaine de revoir un jour. Tu étais partagée entre, puisque c'était la guerre civile, entre différentes cultures, différentes religions sur place. On a appelé ça une guerre civile. En fait, moi, je pense que c'est encore une fois la guerre des autres qui s'est jouée chez nous et qui a évidemment pris appui sur des fractures typiquement libanaises. Nous sommes un pays relativement jeune, l'Empire ottoman, et puis ensuite une véritable nation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, dans un pays multiculturel, multireligieux. Et c'est sûr qu'à l'époque, les religions étaient encore extrêmement prédominante. Et donc, il a fallu décider que le président de la République serait maronite, le Premier ministre sunnite. Ça met le pays dans un état très compliqué à gérer, parce que on peut être maronite et pas très compétent. Donc, pour moi, il n'y a pas d'issue en dehors de la laïcité dans ces pays-là. Et malheureusement, aujourd'hui, la religion est de plus en plus présente. Donc, on ne s'en sort pas de ces religions. C'est pas vraiment une guerre civile. Tu penses qu'un jour, ce pays peut devenir laïque ? Alors, c'est mon vœu le plus cher, parce qu'il n'y a pas d'autre issue. On n'est pas prêt, malheureusement, mais beaucoup de jeunes Libanais sont prêts à s'engager pour cela. Sur la carte d'identité des Libanais, leur religion est inscrite. Ça, c'est déjà totalement anormal, parce que pendant les débuts de la guerre, quand j'étais là-bas, si vous étiez arrêté à un barrage musulman, comme on disait, et que vous étiez chrétien, eh ben vous risquiez les pires sévices. Et le contraire était tout aussi vrai. Donc, mettre des gens dans des cases religieuses, c'est extrêmement dangereux. Et il serait temps que ça s'arrête. Comment ta famille a réagi quand tu es partie en France ? Parce que tu as laissé tes frères, tu as 3 frères. Non, j'ai laissé que mon petit frère. J'avais déjà deux frères qui étaient installés à Paris pour faire des études supérieures. Et puis au même moment, mon père a pris des fonctions aux Nations Unies dans les télécoms et qui était basé à Athènes. Donc en fait, toute la famille partait un peu. Mais je laissais ma maison, mes amis, tout le reste de ma famille. Et surtout cette idée que qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir ? Qu'est-ce que je vais retrouver ? Est-ce que je vais pouvoir retourner un jour ? Tu sais, tu pars avec ta petite valise, tu prends l'avion... Et c'est un inconnu terrible qui se présente à toi. Mais est-ce qu'on avait le choix ? Donc tu arrives en France, tu t'inscris à la fac de médecine ? J'étais inscrite. T'étais inscrite ? Heureusement, sinon j'aurais jamais eu de visa, tu penses bien. Non, j'avais mon inscription en bonne et due forme. J'ai eu la chance qu'un ami nous loue le studio qu'il occupait. Il partait. Donc je me suis installée avec... une amie que j'avais rencontrée en terminale. Nous étions les 2 seules filles de la classe. C'était une terminale scientifique. Et nous voulions faire médecine toutes les 2. Donc nous sommes partis. Nous avons cohabité dans ce grand studio pendant 1 an, tout en bossant comme des folles, parce que la première année de médecine, c'est pas très drôle. Et en même temps, c'était très frustrant pour moi, parce que j'avais enfin un peu de souffle, un pays en paix, des opportunités culturelles incroyables. Et je ne pouvais pas, parce qu'il fallait absolument que je réussisse cette première année de concours. Donc ça a été très frustrant. Il a fallu mettre, là encore, les bouchées doubles. Heureusement, je suis passée en 2e année. À partir de là, les choses étaient plus simples. Et donc, tu as choisi une spécialisation gynécologie. Tu es aujourd'hui donc gynécologue obstétricienne. C'est pas facile pas facile à dire. Non. Pour quelle raison tu as choisi ces spécialités-là et cette expertise-là ? Parce que quand on fait des études de médecine, ce qui est merveilleux, c'est qu'on change de stage Alors à mon époque, c'était 6 mois, maintenant c'est tous les 4 mois. Et ça permet de tester, parce qu'en fait, on a envie d'être médecin, on idéalise un peu le métier, on veut sauver le monde. Mais en fait, il y a tellement de façons d'être médecin et tellement de spécialités que c'est un peu désorientant au début. Donc le fait de faire des stages en pédiatrie, en chirurgie, dans plein de spécialités possibles, on finit par dire, bon, ça, non, les gens sont trop malades, ça me désespère, là, ça m'intéresse. Et la gynécologie obstétrique,
c'est une spécialité très particulière parce qu'il y a de la médecine, de l'endocrinologie, de la psychologie, de la chirurgie, de la cancérologie. Donc on a un éventail de centres d'intérêt énorme et on peut choisir d'ailleurs lequel nous parle le plus. Et puis il y avait surtout, moi au début, c'était l'obstétrique, c'était la magie de la naissance. C'était ce moment très très particulier où tu es en salle de naissance et quand tout va bien, évidemment, on t'appelle même pas, tu sais même pas qu'il y a eu 5 accouchements normaux, mais à un moment donné, il y a 3 accouchements qui vont pas bien et toi, tu es un espèce de chef d'orchestre, il faut que tu décides, que tu priorises, que tu fasses des choix importants parce qu'il y a toujours au moins 2 vies en jeu dans un accouchement. Et je trouvais ça extrêmement palpitant, énergisant, de se dire faut que je fasse les bons choix, faut que je décide si je fais une césarienne à cette femme et puis un forceps à celle-là, ou dans l'autre sens, ou bien est-ce qu'elle va accoucher normalement et j'ai confiance en elle. C'est fou. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, tu as beaucoup aimé les salles de naissance. Ah, j'ai adoré. Moi, j'aurais habité en salle de naissance les 20 premières années de ma carrière. Et donc, tu as changé d'hôpital au fur et à mesure de la progression dans ta carrière. Tu as fait différents hôpitaux, hôpital militaire, je crois. Alors au début, tu es interne, donc là, tu changes tous les 6 mois. Ça te permet d'aller dans des petites maternités, des grosses maternités, des services où il y a plus de chirurgie et d'autres moins. Une fois que tu as fini l'internat, tu deviens ce qu'on appelle chef de clinique. Alors les gens pensent que c'est parce que tu as acheté une clinique, mais pas du tout. C'est juste que tu es devenu autonome et tu exerces à l'hôpital pour parachever ta formation. Donc ça dure 2, 3, 4 ans. Et moi, j'étais chef de clinique dans un hôpital génial, qui était l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui déjà était dans un quartier fantastique, et qui est un hôpital d'enfants, où il y avait juste une maternité. Donc c'était extrêmement intéressant. Et malheureusement, cet hôpital devait être rénové, ça coûtait trop cher, et comme d'habitude, il a été fermé. Ensuite, je suis allée à la maternité des Bleuets, qui était un hôpital qui avait une histoire singulière, puisque c'est là qu'est né l'accouchement sans douleur, avec Fernand Lamaze, qui l'avait inventé. Les Bleuets, ça appartient toujours au syndicat de la métallurgie, donc parti communiste, etc. Donc il y avait une vraie culture syndicale très très forte. Et ce qui est amusant avec Fernand Lamaze, c'est que c'était un accoucheur de bourgeoise à la base. Il accouchait dans des cliniques assez huppées. Et puis, il exerçait aussi à la maternité des Bleuets. Et il avait entendu parler d'expériences en URSS où, en entraînant les femmes, on arrivait à les faire accoucher avec le sourire, c'est la femme soviétique, victorieuse, même pas mal. Et donc, il était allé voir comment ça marchait. Ça s'appuyait beaucoup sur ce qu'on appelle le réflexe pavlovien, c'est-à-dire qu'à force de te préparer, tu es capable d'anticiper, de respirer et probablement de moins ressentir la douleur. Donc, il est rentré en France. Il a inventé ce qu'on appelle la méthode prophylactique, c'est-à-dire qu'il faisait répéter les femmes des exercices de respiration, de pousser, de souffler. Et puis, il faisait ce qu'on s'est mis à faire bien après, de l'enseignement. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton corps? Comment ça marche? Pour que tu aies moins peur. Et ça a été une révolution, parce qu'à l'époque, on n'avait rien à proposer aux femmes pour la douleur. On était encore, tu accoucheras dans la douleur, point barre. Il n'y avait pas de péridurale. Ah mais non, penses-tu? Et l'aspirine ne suffisait pas. Donc il y a plein de femmes qui se sont formées à la méthode Lamaze. Alors, c'était pas aussi fantastique que la communication voulait laisser croire. Les femmes avaient quand même mal, mais elles tenaient à bien se comporter. Et ce qui était un petit peu triste, c'est qu'elles étaient notées. Moi, j'ai retrouvé des vieux registres où c'était 7 sur 10 parce que quand même elle a crié. Je trouvais ça horrible. C'est horrible. Tu vois, on veut donner un peu le pouvoir aux femmes et à la fin, on leur met des notes. Non, ça, c'était très dommage. Mais l'idée quand même que la femme était actrice de son accouchement, que l'accoucheur ne pouvait plus dire « je lui ai fait 3 enfants » ou « je lui ai mis au monde ses enfants », mais non, c'est que c'est la femme qui met au monde ses enfants. C'est une idée qui était quand même assez révolutionnaire. Et comment tu as vu évoluer les salles de naissance? Alors là, tu en parles, mais il y a quand même très peu d'hommes dans les salles de naissance. Est-ce que toi, tu as connu aussi le machisme dans les hôpitaux? Comment tu as vu cette évolution dans les hôpitaux? Alors, il y a peu d'hommes dans les salles de naissance parce que les infirmières, les sages-femmes, les aides-soignantes sont à 99% des femmes.
mais au niveau plus hiérarchique. Médecin, chef de service, professeur, c'était encore très trusté par les hommes, même quand j'ai commencé. Donc le machisme à l'hôpital, oui, on l'a toute connu, on l'a toute traversé, avec plus ou moins de bonheur. Moi, j'avais la chance d'avoir été à rue d'école. Tu l'as dit, j'avais 3 frères, donc me battre, je savais, donner coup pour coup, je savais, ne pas me faire démonter par un type qui se lançait dans une relation grivoise et salace, je savais. Ça Et t'est arrivé? ah ben, tout le temps. Simplement, là, ce que j'avais très vite compris, c'est que plus tu réagissais, et plus ils étaient déstabilisés, et ça s'arrêtait. C'est-à-dire, j'étais plus grossière qu'eux, j'étais presque plus active, et ça, ils disaient, ah non, non, là, je vais pas y aller, parce que ça va mal finir. Et c'est la seule façon qui m'a permis de me protéger toutes ces années de ce genre de situation. Parce que oui, à l'hôpital, elles étaient monnaie courante. Tu imagines des gens enfermés dans des atmosphères de stress intenses et qui passent 48 heures ensemble. C'est quand même des conditions idéales pour que ça pète. Et ça pétait. Est-ce que ça a renforcé ton engagement de féministe? Oui, mais à l'époque, je le vivais pas comme ça. Ça a renforcé mon engagement de liberté. De personne me fait chier. C'était surtout ça, en fait. Et même si tu es professeur, et même si c'est tout ce que tu veux, ben, ça, pas avec moi. Et je ne pensais pas du tout féministe, je pensais, je veux avoir les mêmes droits que tout le monde, et je veux mener mon chemin comme je l'entends, et je veux pas qu'on me mette des bâtons dans les roues au prétexte que je suis une femme. Mais tu sais, c'était pas forcément facile pour nous, les filles. Par exemple, on parle beaucoup de sororité. Mais c'est pas un concept si intuitif. Toutes les femmes ne sont pas sorores. Il y a des femmes qui se font des croche-pieds, mais c'est aussi parce que les hommes les mettent dans des situations de compétition. Et donc, évidemment, elles se mettent à réagir comme ça. Et je me souviens, avec mes copines internes, on partageait des réflexions qui nous faisaient mal. On voyait bien que quand un garçon arrivait en salle de naissance, un jeune externe, un bel interne, les sages-femmes étaient absolument intéressées, se mettaient à un peu avoir des relations un peu spéciales avec les garçons. Et donc les garçons, on les accompagnait très facilement. Viens, je vais te faire un accouchement à 4 mains, je vais te montrer, je vais t'expliquer. Nous, les filles, il fallait vraiment qu'on joue des coudes pour avoir notre place, qu'on soit hyper sympa, qu'on fasse des gâteaux, qu'on organise les dîners, pour pouvoir être prise au sérieux. Ça, c'était quand même assez énervant. C'est aussi à travers ces salles de naissance que tu as commencé aussi à prendre conscience des mutilations sexuelles chez les femmes. Ben, c'est surtout là que j'ai vu ma première vraie infibulation, c'est-à-dire une mutilation de type 3, avec un vagin fermé à 90%. Je savais même pas que ça existait, en fait. Et c'était un moment très, très, très bizarre pour moi, parce que je devais mettre des cuillères de forceps pour sortir un bébé dont le cœur ralentissait, donc il fallait qu'il naisse dans les 3 minutes. Et en même temps, je voyais pas très, très bien comment je pouvais mettre mes cuillères dans un trou de 1,5 cm. Et c'est là où sachant que, bah, comme je te disais, t'es là, t'es seul maître à bord, faut que tu fasses un truc. Bah, j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai coupé ce vagin, en me disant, je ne sais pas quoi faire d'autre. Et que j'ai retrouvé l'entrée d'un vagin normal, j'ai pu mettre mes cuillères et sortir le bébé. Et après, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Pourquoi est-ce que son vagin ressemble à ça? Je n'avais jamais vu ça. Et c'est comme ça que j'ai pris connaissance de cette pratique multimillénaire qui concerne une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, mais pas que. Et tu en as rencontré beaucoup? Des cas peut-être moins sévères, mais... Oui, alors après, tu rencontres bien sûr des femmes qui ont des excisions plus ou moins importantes, mais là encore, ton cerveau est conditionné. Moi, je m'en suis aperçue après, c'est que je pouvais mettre un spéculum, donc tu vois, tu as le nez sur la vulve, tu vois très très bien, mais mon cerveau avait enregistré que lorsque la peau était noire, l'anatomie était différente. Et je me posais même pas la question qu'en fait, oui, il y avait un truc qui avait été coupé. Moi, j'allais faire mon frottis et j'étais concentrée là-dessus. Et quand j'ai mieux compris, bah, je me suis dit, en fait, tu as examiné des centaines de femmes excisées sans trop réagir. Et on s'est aperçu aussi que tout le monde, en fait, réagissait comme ça. Et que même les sages-femmes, quand elles faisaient un accouchement, même si elles voyaient qu'il y avait une excision qui fermait pas tout le vagin, bien sûr,
Ça passait parce que les femmes noires, c'était comme ça. Et après, il a fallu justement se mettre à regarder plus attentivement, compter. Et ça, c'est arrivé quand je suis devenue chef de service à la maternité de Saint-Denis, parce que Saint-Denis, c'est une terre de migration, c'est une terre tellement multiculturelle, et on s'est aperçu qu'il y avait 14% de nos accouchés qui étaient excisés. Et ça, c'est énorme. Il y a assez peu de territoires où on a ce chiffre-là de femmes excisées. Et c'est à partir de là aussi que tu as décidé d'aller plus loin et d'essayer de mettre en place quelque chose pour protéger aussi toutes ces femmes. C'est arrivé à quel moment? C'est arrivé. L'excision, c'est un sujet à part entière. C'est-à-dire, on s'est dit, il y a plusieurs degrés. Il y a plein de femmes excisées. Certaines s'en plaignent, d'autres pas. Certaines demandent des soins, des conseils. Il faut qu'on apporte une réponse. Donc là, on s'est formé à déjà accueillir, examiner, parler avec une femme excisée. Est-ce qu'il faut lui en parler? Est-ce qu'il faut faire comme si on n'avait rien vu? Qu'est-ce qui lui fait le plus mal? On s'est aperçu que ne pas en parler à une femme, c'était pire. Parler, ça pouvait paraître stigmatisant, mais ne pas en parler, c'était humiliant. Ça voulait dire, en fait, je m'en fous. Tu es coupée, mais ça ne m'intéresse pas. Et ça, c'est les femmes qui nous l'ont appris. Parce qu'elles nous ont dit, j'ai accouché 4 fois, on m'a jamais rien dit. Vous trouvez ça normal parce que je suis noire. Donc on s'est mis à parler aux femmes. Je vois que vous venez d'une région où on pratique l'excision. Est-ce que vous êtes concernée? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Si elles disent non, c'est leur choix. Mais si elles disent oui, docteur, merci, car je souffre de ça, 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 j'aimerais qu'on s'occupe de moi, j'aimerais qu'on m'opère, j'aimerais, là, on était en capacité de proposer des choses. Donc ça, c'était vraiment orienté excision. Mais en fait, la question des violences que subissaient les femmes, je l'avais plus ou moins perçue tout au long de ma pratique. Parce que l'excision, c'est un truc hyper spectaculaire. Mais il y a des femmes qui vivent des choses beaucoup moins spectaculaires, mais dont le quotidien est épouvantable. Et elles sont dans des milieux sociaux, parfois, où il est hors de question qu'elles se plaignent. Il est hors de question qu'elles en parlent à qui que ce soit. Parce que personne ne veut entendre ça dans les milieux aisés. C'est impensable. J'ai longtemps pratiqué dans des maternités assez aisées, que ce soit à Saint-Vincent-de-Paul, où là, plein 14e, on avait des avocats, des médecins, ce genre de population. À la maternité des Bleuets, où c'était beaucoup le monde de la culture, le monde des arts, de l'opéra, de la musique. À l'hôpital Bégin, qui est un hôpital militaire, mais dans une ville extrêmement bourgeoise, Saint-Mandé. Et toutes ces femmes-là, elles vivaient des choses épouvantables, mais dans le secret le plus total, parce que c'est la honte d'en parler. Donc là, c'était plus des violences sexuelles, ça pouvait aller jusqu'au viol, c'était violence conjugale. Tout. Humiliation, violence économique. Dans les milieux très aisés, par exemple, il y a un schéma assez traditionnel. Je gagne bien ma vie, tu n'as pas besoin de travailler, ce serait tellement chouette que tu restes à la maison pour t'occuper des enfants. Donc les femmes, au début, elles jouent le jeu. Une femme veut le bien de ses enfants. Et puis en fait, elle s'aperçoit que petit à petit, sa vie sociale se rétrécit, que financièrement, on va lui donner à peine de quoi survivre et surtout pas de quoi être à l'aise, que monsieur tient tous les cordons de la bourse, décide si on part en vacances ou comment, et qu'à la fin, en fait, elles sont complètement l'ombre d'elles-mêmes, sans aucun pouvoir, sans aucune estime d'elles-mêmes, même vis-à-vis de leurs enfants, qui voient bien qu'il y a une inégalité totale de traitement. Et dans ces milieux-là, on ne se plaint pas. Parce que, ne serait-ce que les parents qui te disent « Mais de quoi tu te plains? Tu as une vie dorée, tu as... » Ça dépend des cas, une cuisinière, un chauffeur, tu vas à Saint-Barth 2 fois par an, de quoi tu te plains? Personne ne va entendre. Et ces femmes-là, tu les as récupérées quand tu as donc créé en 2016 la Maison des Femmes? J'en ai récupéré certaines, mais tout au long de ma carrière, quand j'ai commencé à être moi-même en capacité d'entendre et de comprendre, parce que les femmes te disent pas... Ça met du temps pour comprendre effectivement ce qui se passe. Toi, tu estimes que ça t'a pris du temps? Si tu veux, au début, tant que les femmes ne te parlent pas, si tu poses pas la question, tu as une femme qui donne le change, parce que les femmes font très très bien ça. Quand tu commences à
exercer un peu différemment. C'est-à-dire que tu es moins stressé par le côté très technique, très médico-médical, et que tu te commences à t'intéresser à la personne qui est en face de toi dans sa globalité. Ben moi, après, j'étais à l'aise de poser des questions. Comment ça va à la maison? Et comment ça va dans votre couple? Et comment ça va avec vos enfants? Ça m'intéressait. Et c'est là où les femmes commencent à te raconter. Ah ben oui, ben à la maison, ben c'est un peu difficile. Vous savez, mon mari, chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. Bon, il s'énerve un peu. Petit à petit, elle te raconte. Et moi, ce que je pouvais faire, surtout, là, c'était les écouter. Parce que c'est difficile de dire à une femme, bon, bah, c'est un connard, faut le quitter. C'est pas du tout ça qu'elles ont envie d'entendre, de toute façon. Donc, déjà, les écouter, je voyais que ça leur faisait énormément de bien. Quand ça devenait très aigu, on avait des assistantes sociales, même dans les services où j'étais, vers qui je pouvais orienter les femmes, mais ça n'allait pas tellement au-delà. Et c'est en vieillissant, en changeant plusieurs fois d'hôpital, en m'apercevant que partout, même chez les militaires, quel que soit le milieu, en fait, je retrouvais les mêmes thématiques. Arrivé à Saint-Denis, je me suis dit, bon, là maintenant, tu as en plus l'extrême pauvreté, parce que le 93, c'est quand même un département très pauvre. Tu as vraiment là où les femmes sont le plus en difficulté, c'est-à-dire que elles viennent d'arriver, parfois leur conjoint les a fait venir du bled, parce qu'il veut une femme à l'ancienne qui va accepter ses conditions. Et en fait, parfois, elles ne savent même pas parler la langue, elles ne savent pas lire, elles n'ont pas de papier. C'est encore 1000 fois plus difficile pour elles. Et là, je me suis dit, bon, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer un lieu où les femmes qui traversent ça, qu'elles soient riches, pauvres, françaises ou pas françaises, puissent venir dire, voilà, je vais pas bien, je vis des choses qui me font beaucoup de mal, je ne sais pas à qui je peux en parler. Et je crois que vous, c'est écrit, ici on parle de la violence, donc je viens vous voir. C'était le pari d'origine, en fait. Et ça a été compliqué pour toi de mettre ça en place. Est-ce que tu as été aidée à ce moment-là pour ouvrir cette maison des femmes en 2016 à Saint-Denis? À ton avis? Alors, j'ai été aidée, oui, par mes toutes premières directrices à qui j'ai partagé cette idée et qui m'ont dit, mais c'est une très bonne idée, Rada. Mais voyez-vous, nous n'avons pas de place pour ça. Tous les locaux de l'hôpital sont pleins à craquer. Mais nous n'avons pas non plus d'argent. C'est quand même le nerf de la guerre. Mais toujours un sujet aujourd'hui. Oui, oulala. Par contre, il y a dans l'hôpital un espace là-bas qui est un terrain vague. Si vous arrivez à en faire quelque chose, on vous le met à dispo. Bon, c'était plutôt sympa et bienveillant, mais pas très aidant. Et ensuite, non, j'ai eu beaucoup de mal à faire accepter aux instances, au ministère, aux ARS, l'idée que c'était une solution intéressante. Ce qui m'a obligée en fait à me débrouiller un petit peu toute seule pour trouver des fonds, pour ensuite pouvoir revenir vers l'hôpital en disant, bon, j'ai une bonne partie de la somme nécessaire pour construire un bâtiment, est-ce qu'on ne pourrait pas y aller ? Et là, c'était un peu plus difficile. La direction avait changé, donc c'était pas mes copines. Il a fallu là encore bagarrer, mais finalement, on a réussi à faire sortir le bâtiment de terre. Et après, quand les histoires réussissent, c'est plus facile de dire, voilà, on a réussi, on a construit un bâtiment, on a mis une équipe dedans, les femmes viennent, elles viennent tellement qu'on n'a plus de place, il faut qu'on s'agrandisse. Et là, l'agrandissement a été beaucoup moins douloureux que la l'épisode 1. Première structure, l'épisode 1, ça t'a pris combien de temps ? À peu près 3 ans pour trouver de l'argent et lancer le processus de construction. Une fois qu'on a posé la vraie première pierre, parce qu'on avait posé une fausse pour faire de la com, l'entreprise a été très chouette parce qu'il s'était engagé à le faire en 9 mois. Donc moi, 9 mois, j'aime beaucoup, une gestation, un bébé. Et en 9 mois, on avait notre bâtiment. Ça, c'était extraordinaire. Et pour lever de l'argent, donc tu t'es transformée en businesswoman, en chef d'entreprise, d'abord les banques leveuse de fonds. Les banques ne t'aident pas du tout parce que les banques, elles voient pas du tout ce qu'elles ont à gagner à te donner de l'argent. Non, là où j'ai assez vite compris que les personnes qui pouvaient me donner de l'argent, c'était celles qui en avaient, celles qui pouvaient défiscaliser. Alors on peut se pincer le nez en disant oui, ils font ça pour défiscaliser. Mais moi, j'ai rencontré des patrons extrêmement sincères dans leur engagement. Et si en plus, ils peuvent défiscaliser, mais tout le monde est content. Donc, c'était les fondations qui avaient dans leur objet les femmes.
Et donc, à commencer par la Fondation Kering, qui est mon tout premier mécène. Et François-Henri Pinault est pour moi une figure tutélaire essentielle, parce que sans lui, je n'aurais pas démarré. Et ensuite, Raja, qui est aussi qui est tenue par une femme incroyable, Danielle Marcovici, qui est un bulldozer dotée d'une sensibilité artistique incroyable, puisqu'elle a des musées qu'elle met gratuitement à disposition parce qu'elle veut diffuser la culture. Et elle a une fondation pour les violences faites aux femmes. Donc, je suis allée toquer à ces portes-là. Et heureusement, il y avait la fondation Elle, à l'époque, qui malheureusement n'existe plus. Et en fait, ces 3 piliers m'ont soutenue, accompagnée, portée, m'ont introduite dans ce monde des fondations. Parce que pour un médecin, le monde des fondations privées, c'est du chinois. Donc tu en as fait un centre pluridisciplinaire, en fait, qui va bien au-delà du soin médical que tu peux apporter à toutes ces femmes qui arrivent dans cette structure. En fait, si tu prends la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce que être en bonne santé? La réponse, c'est un état physique, psychique, social de bien-être. Donc tu vois que déjà, la santé, en fait, elle est pluridimensionnelle. Tu peux ne pas avoir de maladie grave, mais être dans un état d'anxiété et de dépression terrible, ou bien dans un état social tellement précaire que fatalement ta santé va être altérée. Donc en fait, il fallait couvrir tous les besoins. Et ce trépied étant posé, on est allé plus loin, c'est-à-dire vers la police, la justice, et puis l'autonomie. Et qui dit autonomie dit bonne estime de soi, accès à l'emploi éventuellement, accès à l'hébergement. Et pour les patientes étrangères qui ne maîtrisaient pas le français, ça passait par un cours de français. Et j'en parle parce que ça a été un petit atelier au début, très bon enfant, et puis qu'on a un peu professionnalisé, et on a eu quelques bénévoles incroyables qui ont travaillé dans cet atelier et qui viennent de publier aujourd'hui un livre soutenu par BETC, qui est une agence de com, qui s'appelle « Des femmes dans une maison », avec des photos magnifiques et accompagnées de textes poignants. Et voilà, ça c'est un produit Maison des femmes qui met en valeur tout le travail de terrain que nous faisons. Alors, tu as fait entrer la police dans ta maison parce que pour toi, c'était essentiel aussi, parce que ces femmes-là, bien souvent, eh bien, elles ne s'expriment pas, elles ne le disent pas, c'est l'omerta et elles ne vont pas non plus porter plainte. Ou les plaintes, à ce moment-là, étaient peut-être moins prises en compte aussi, en considération. Donc, tu as fait venir la police dans ta structure. Alors, les femmes n'allaient pas déposer plainte, mais aussi parce le bouche à oreille fonctionnait très bien. Elles se disaient les unes aux autres, je suis allée voir la police, j'étais hyper mal reçue, on s'est moqué de moi, on m'a traitée de menteuse, on m'a dit que j'avais aucune preuve, on m'a dit que je fabulais, ou bien que j'avais monté les enfants contre mon mari en racontant qu'il y avait des agressions sexuelles, etc. Et donc, le message, c'était en fait, ça sert à rien d'aller à la police. Et c'est pas vrai que ça sert à rien. Simplement, il faut pouvoir y aller en étant accompagné, en étant préparé, en sachant ce qu'on peut en attendre et ce qu'on ne peut pas en attendre. Et ça m'a paru très très intéressant d'avoir une permanence de police à la Maison des Femmes, de reformer ces policiers, de les accompagner dans la compréhension de ce qu'est une victime, de pourquoi elle parle, pourquoi elle ne parle pas, pourquoi est-ce qu'elle a l'air incohérente, parce qu'en fait elle est tellement déstabilisée que oui, elle ne peut pas te dire à quelle heure exactement ça s'est passé, comment il était habillé, qu'est-ce qu'il a fait, ça ne veut pas dire qu'elle ment. Et ce travail-là avec les policiers a été très intéressant, parce qu'on était une des premières structures à faire rentrer la police dans nos murs. Et après est venue donc la possibilité de déposer plainte hors des structures habituelles, à l'hôpital, voire même dans certaines villes, dans des locaux associatifs ou autres. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Pour toi, l'hôpital est un peu le refuge de la justice aujourd'hui, ou doit l'être? Un auxiliaire, je dirais. Ce sont deux missions de service public fondamentales pour la population. Et d'ailleurs, curieusement, toutes les deux, ce sont des lieux ouverts 24 heures sur 24. Donc, ce sont des lieux où on sait accueillir et gérer l'urgence. Alors, chacun à notre façon, évidemment. Et le fait de travailler ensemble, je trouve ça super important pour les victimes. Parce que notamment quand tu ne vas pas bien, quand tu es hospitalisé, quand tu as du mal à te déplacer, si on te dit maintenant il faut aller au commissariat pour que ton dossier avance, en fait c'est comme si on te mettait un stop. Alors que si la police est là, si la police se déplace dans ta chambre ou bien qu'elle est la porte à côté, c'est quand même infiniment plus simple.
Cette structure, elle a fait des petits aujourd'hui. Donc là, il fallait encore trouver plus d'argent pour agrandir la maison, on va dire, parce qu'aujourd'hui, il y a combien? Il y a 34 maisons des femmes en France? Oui, alors heureusement, on ne les finance pas toutes. Ce qu'on a fait, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que moi, j'avais aucune ambition de nationale. Je travaillais à Saint-Denis, je voulais une structure dans mon hôpital, ça n'allait pas au-delà. Mais le modèle était original, je ne l'avais pas perçu à ce point-là quand je me suis lancée. Et d'autres soignants, notamment des médecins, sont venus en disant comment t'as fait, est-ce que tu peux m'aider, je veux faire la même chose. Et là où ça a été absolument... Il y a eu 2 événements très fort, c'est qu'au moment du Grenelle des violences, le gouvernement a décidé d'appliquer la recommandation des 2 inspecteurs de l'IGAS qui nous avaient un peu pourri la vie pendant quelques mois, avant de devenir nos meilleurs amis, et qui disaient l'État doit financer ces structures. Donc l'État s'est senti un peu obligé de voter une petite dotation pour chaque structure qui ouvrirait. Ça faisait déjà une base. Et ensuite, François-Henri Pinault m'a dit « J'aime beaucoup ce que vous faites ». Chaque fois que je le vois, moi, je suis contente. Et il me dit, j'aimerais que vous dupliquiez le modèle et je vous donne 5 millions pour le faire. Je ne sais pas si tu imagines, pour le petit docteur que j'étais, 5 millions, super. Et dans un contexte de coq qui se compare un peu, il le reconnaît, Sébastien Bazin, groupe Accor, a dit, moi aussi, je mets 5 millions sur la table. Donc je me retrouvais avec 10 millions. Continuez, allez-y. Ouais, mais oui, mais qui d'autre? Ça n'a pas marché. Le prochain sur la liste? Ça n'a pas marché. Mais quand même, tu vois, ça t'oblige. En fait, tu dis, il faut que je fasse un truc intelligent avec cet argent. Donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, chaque fois que l'État donne de l'argent à une structure, donc ça veut dire qu'il la valide en tant que ministère de la Santé, on va apporter 150 000 euros par an pendant 3 ans. Alors, autant te dire qu'aujourd'hui, on a dépensé ces 10 millions. On en a dépensé même plus, parce que, heureusement, d'autres entreprises ont mis moins, mais ont mis quand même L'Oréal, AXA et plein d'autres. Et puis, on mène des campagnes de levée de fonds régulières, parce que chaque fois qu'on ouvre une maison, on sait qu'on va dépenser 450 000 euros. Donc, il faut les avoir en magasin. C'est le minimum, 450. Voilà. Et comme maintenant, on a des villes plus petites, parce que 450, c'est beaucoup, tu vois, on s'est mis d'accord que pour les petites villes, c'était demi-tarif. Donc, c'était 210 3 x 7, 21, oui, 210 000. Voilà, mais ça a permis aussi aux structures de démarrer. Tu vois, moi, si j'avais eu 150 000 euros par an pendant 3 ans, la première année, j'aurais été super heureuse. Et du coup, ça crée aussi un réseau, c'est-à-dire qu'on est tous solidaires, tout le monde connaît tout le monde, on a grandi ensemble, on bosse ensemble, on se réunit pour améliorer les pratiques, parce que c'est une invention, tout ça. Donc, comment on fait pour rentrer les patientes, pour les faire sortir, quelle est la meilleure prise en charge. Et c'est très enrichissant, c'est très gratifiant de bosser comme ça. Et aujourd'hui, à la Maison des Femmes de Saint-Denis, tu accueilles combien de patientes? Alors, environ 50 femmes par jour. Les jours où il y a des ateliers... 50 nouvelles femmes par jour? 50 femmes. 50 femmes qui peuvent revenir... Qui peuvent venir 40 fois dans l'année. Oui, parce que c'est en ambulatoire. Fois. Oui, elles viennent, elles repartent. On a ce qu'on appelle la file active. Elle doit être aujourd'hui à 3 500 nouvelles femmes par an. Il y a eu des époques où c'était 4 000. Et puis après, il y a eu le Covid, donc une fréquentation qui a un peu baissé. Et puis là, on a eu aussi des problématiques de ressources humaines. Tu vois, quand tu as un médecin, une psychologue qui partent, tu allonges les délais de prise en charge, tu prends moins de femmes. Ça peine les équipes, et elles ont raison. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses assurer le suivi. Donc, Et quels sont les profils? Donc, tu vois des jeunes femmes, des mineurs, des majeurs, de tous les milieux, de tous les pays? Il n'y a aucun profil. Ça peut être... et tout dépend de la thématique, parce qu'au début, on prenait tout le monde, et puis rapidement, on s'est aperçu que c'était impossible. Donc, on a un petit peu rendu le truc plus dans notre territoire, c'est-à-dire le 93, bien sûr, le nord de Paris, le sud du 95, etc. Puis après, il y a des thématiques un peu plus spécifiques. Je pense à l'excision, par exemple. Pour l'excision, on a parfois des femmes qui viennent mais du sud de la France, d'Angleterre, même une fois des États-Unis, parce que pour la patiente... le bouche à oreille a fonctionné. Bien sûr. Et puis, si tu veux, pour une Américaine, par exemple, ça coûtait presque moins cher de prendre un avion, de venir se faire opérer en payant ses soins que de se faire opérer là-bas. Donc, on a de temps en temps des histoires amusantes comme ça. Mais globalement, on a des femmes qui viennent d'un peu partout et surtout, vraiment, mais
tous les milieux. C'est impossible à concevoir quand on n'est pas familier de la problématique, mais on a des chefs d'entreprise, des banquières, des avocates. C'est complètement fou. Et comment tu arrives à les convaincre de passer finalement sur le bloc pour se reconstruire? Parce que c'est pas forcément évident de se dire je vais me faire opérer, je vais passer entre les mains du chirurgien pour me reconstruire. Certaines parfois ont peur aussi tu parles de ça. De l'excision sur l'excision. Écoute, la plupart du temps, les femmes viennent pour être opérées. Parce que quelque part, elles ont cette idée magique que mon couple va mal, mon mari dit qu'il en a marre de coucher avec une femme qui n'a jamais envie, je ne lui donne pas assez de plaisir, il sent sa virilité attaquée parce qu'il ne me donne pas de plaisir. Tu vois jusqu'où les femmes arrivent à culpabiliser. Et donc, elles viennent en disant « je vais être opérée ». Et en fait, notre travail, c'est plutôt de les convaincre qu'on ne va surtout pas commencer par l'opération, on va commencer par évaluer le besoin. Et parfois, ça les déçoit énormément parce qu'elles pensaient que j'arrive, je me fais opérer, je suis une autre femme, ma vie va changer. Et c'est une équation qui ne fonctionne pas. Donc, en fait, leur donner la notion du temps, de prendre en charge les traumas. Parce que si tu opères une femme et que tu ne gères pas son trauma, si chaque fois qu'un homme s'approche d'elle, elle revit son excision, opérée ou pas, ça ne va pas marcher. Donc, prendre en charge le trauma, prendre en charge la sexualité, déjà, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances. Quand tu ne sais pas comment ton corps fonctionne, quand tu ne t'es jamais touché, jamais regardé, quand tu dois faire l'amour dans le noir tellement tu as honte de ton corps, c'est difficile d'avoir une sexualité épanouie. Donc, travailler avec les sexologues, essentiel. Et après, chirurgie, si besoin. Donc, c'est plutôt, en fait, les aider à prendre le temps de la décision qui est le plus compliqué. Alors, ta maison des femmes, elle est connue aujourd'hui, si bien qu'il y a un film qui vient de sortir, qui est sorti là mercredi 5 mars, qui s'appelle La Maison des femmes, un film de Mélissa Godet avec Karine Viard qui interprète dans le film ton rôle. Bon, elle est inspirée de mon histoire. Inspirée de ton histoire. Et donc, voilà, ce film résume bien l'histoire de cette maison des femmes. Et elle est donc chirurgien à un moment donné, on la voit opérer ces femmes et expliquer justement à sa patiente, je ne vais pas spolier tout le film, mais expliquer à sa patiente avec effectivement le vagin, comment ça se passe, etc., pour lui faire prendre conscience de son anatomie. Et lui explique aussi l'opération. Ah oui, et alors ce qui est fascinant, c'est et lui dit, je vais te faire un clito de compète. Ouais. Ça, c'est énorme. C'est une phrase qu'elle m'a piquée. Ah oui, c'est la tienne. Oui. Non, mais ce qui est très amusant aujourd'hui, c'est que j'ai fait pas mal d'interviews avec Karine. Et quand les journalistes interrogent Karine, elle leur explique comment elle opère. Et moi, je dis, Karine, tu sais, tu n'as plus besoin de moi. Maintenant, tu es la meilleure ambassadrice. Elle a complètement pris le rôle à bras-le-corps. Et elle t'explique la violence, l'agresseur, la roue de la violence, la chirurgie du clitoris. Super à l'aise. Et alors, c'est quoi le clito de compète, puisque c'est ton expression? C'est un clito qu'on va chercher parce que, en fait, l'excision, ça enlève un tout petit bout du clito. Il en reste énormément. Sauf qu'il se déplace, il se rétracte. Et donc, on va aller le chercher là où il s'est rétracté et on va le remettre à la surface. Et pour les femmes, il y a plusieurs étapes, en fait, dans le bénéfice. Le premier, c'est d'avoir pris la décision elle-même de faire quelque chose pour elle-même. Et il y a beaucoup de femmes qui disent « Mais moi, j'ai jamais rien décidé. Moi, je suis née, on m'a excisée. Après, il y avait le cousin de maman habitait à la maison. Il me violait, mais ça paraissait normal parce que je ne m'appartiens pas. Ensuite, mon père a décidé que je devais épouser un type à qui il devait de l'argent. Donc, au lieu de l'argent, moi, j'avais 14 ans et je devenais la 4e femme de ce monsieur. Les autres femmes me tabassaient, me transformaient en boniche. J'ai jamais rien décidé. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Et rien que ça, parfois, waouh, tu vois que ça change leur vie. Ensuite, là où une femme excisée est toute lisse, et quand elle se compare aux autres femmes, elles disent « mais je ne suis pas une vraie femme. Je veux comprendre ce qu'on m'a pris. Il me manque un truc. » Et moi, quand je leur explique « non, le truc, il est là, c'est juste que tu ne le vois pas, mais je vais t'aider à le voir. » Quand tu le remets en avant, il y a à nouveau un volume. Et là, c'est quand même... Pour elle, c'est extraordinaire. Et quand tout fonctionne bien, c'est pas toujours le cas, mais on s'attache à faire en sorte que ça le soit, elle retrouve des sensations. Et lorsqu'elle découvre qu'en fait, elle peut avoir un orgasme, là, écoute, on est leur Dieu pour la vie. Tu as participé à ce film de quelle manière? Donc, tu leur as raconté ton histoire? Pas du tout.
Tu Pas étais, du tu, tout. tu étais pour d'ailleurs quand on est Non. venu te voir? Non, 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 non. Tu ne voulais pas? D'abord, c'est parce que Mélisa me l'a présenté comme je veux raconter ton histoire. Je dis, Tu la écoute, connaissais, la pas du tout, réalisatrice? pas du tout. Elle a envoyé un mail en disant voilà. Et je lui dis mais non, j'étais extrêmement mal à l'aise avec cette idée que mon histoire était suffisamment intéressante pour être portée à l'écran. Donc j'étais très très réticente. Et puis elle a insisté, on s'est revus. Et jusqu'à ce que je lui dise, écoute, moi, ce que j'aimerais, parce que c'était une idée que j'avais, c'était qu'on raconte une fiction autour de ce qui se passait dans cette maison. Je ne voulais pas que ce soit mon histoire, mais qu'on raconte des histoires de vie qui s'entremêlent dans cette maison, parce que cette maison, en fait, elle bouillonne, elle est en effervescence permanente. Ça me plaisait. Mais pour moi, l'héroïne, c'était la maison. Et quand j'ai un peu expliqué ça à Mélisa, j'ai vu que ça lui parlait, qu'elle était OK pour une fiction, que je n'étais absolument pas le personnage principal. Au début, elle voulait que l'héroïne s'appelle comme moi. Je dis, c'est pas possible, ça. Il faut que ça soit quelqu'un d'autre. Tu prends une distance, et là, peut-être qu'on va le faire. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus, et puis je lui ai dit, je veux voir le script. Donc, elle m'a présenté le script, que j'ai lu, que j'ai corrigé une fois, deux fois. On a travaillé comme ça à partir du script. Mais Mélisa, elle s'est hyper documentée en écoutant tous les podcasts possibles, en lisant tous les livres possibles, en regardant toutes les émissions possibles, et elle ne m'a jamais demandé de raconter quoi que ce soit. Et ensuite, Laetitia Doche, qui joue la sage-femme, et un jour, elle est venue toquer à la porte de la Maison des Femmes, elle dit « Je dois jouer un rôle, est-ce que je peux rentrer ?» Et donc, la personne à l'accueil lui dit « Drôle de demande ». Elle m'a appelée, je dis « pourquoi pas ?» J'ai demandé à la patiente qui était avec moi sur là, est-ce que ça vous ennuie si Madame Doche, qui doit jouer un rôle, assiste à la consultation? La patiente était d'accord. Et là, Laetitia, elle a dévoré la consultation, elle l'a assimilée et elle a réussi à en faire quelque chose. Donc c'était assez amusant. Les autres actrices sont venues rencontrer l'équipe. Et tu te reconnais dans le personnage de Karine Viard? Karine, on a quelque chose en commun qui est la ténacité, je crois, et le côté un peu bulldozer aussi. Et là, je reconnais l'énergie, je reconnais l'agnac qu'il faut pour mener ce genre de projet. Après, je suis un peu plus présente qu'elle ne semble l'être dans l'histoire de la maison, parce que j'ai toujours eu à cœur d'être très disponible pour les équipes. Tu peux pas demander aux gens de démarrer une activité un peu nouvelle qui va déstabiliser tout le monde sans ne pas répondre tout le temps présent. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, je suis là. Dès qu'il y a une patiente en plus, je suis là. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je suis là. Ça, c'est quelque chose qu'on voit moins dans le film, mais en même temps, c'est pas moi, c'est Karine Viard. Et tu y passes combien d'heures dans ta Maison des Femmes? Maintenant, moins, parce que je suis quasiment retraitée, je me suis fait remplacer. Mais à l'époque, oui, c'était plutôt du 7h du matin, 22h, et rentrer à la maison, les mails, les appels à projets, les mécènes, et tout ça. Ça a été extrêmement chronophage. Et comment tu as fait pour gérer tes deux vies, ta vie de médecin, ta vie perso, ta vie de maman, ta vie de femme, d'épouse? Alors, j'ai un mari compréhensif, 1. 2, j'ai besoin de peu de sommeil. Et ça a été aussi extrêmement développé par mes gardes. Tu vois, toute ma vie, j'ai fait 2 ou 3 gardes par semaine. Donc, je peux dormir 2 heures, me lever, être performante, etc. Donc, ça, c'est une chance. C'est vraiment, j'y suis pour rien. C'est une chance. Ensuite, mes enfants étaient partis de la maison. Ils avaient fini leurs études supérieures. Ils volaient de leurs propres ailes. Tu en as combien? 3? 3. Et j'explique à toutes mes patientes qui disent « Oh là là, je suis ménopausée, c'est triste, la maison est vide. » Moi, je dis « Mais vous vous rendez pas compte du temps que vous récupérez? Et vous en faites ce que vous voulez de ce temps-là. Parce qu'être maman, ça prend du temps quand même. Et il y a une charge mentale qui va avec. Et quand tu es brutalement libérée de tout ça, alors je dis pas que tu penses pas à tes enfants, évidemment, mais tu te préoccupes pas de savoir si les habits pour le tennis sont prêts et si le frigo est plein. Tu as un temps fou. Évidemment, le résultat des courses, c'est que j'étais jamais à la maison. Mais bon, c'est comme ça. Je rentrais tard. Mon mari était couché. Voilà, ça a été Mais il était comme ça. coopératif. Oui, il avait complètement bien accepté que là, ça nous dépassait tous les deux et qu'il fallait que j'aille au bout de ce truc-là. Et quand tu as passé la main, ça a été compliqué pour toi? Ça a été un peu compliqué parce que, évidemment, tu as ta façon de faire. Et tu recrutes des gens qui n'ont pas la même, et c'est la règle du jeu de toute façon. Mais j'avais préparé cette idée de transmission, c'était très important pour moi, que je récupère un peu de temps
pour moi, pour ma vie. J'ai des petits-enfants maintenant, j'ai pas envie de passer à côté. Puis j'ai plein de passions. Donc il fallait absolument que je lève le pied. Ça, c'était fondamental. J'avais pas anticipé le film. Là, je viens de passer 2 mois dans une lessiveuse avec 0 temps et beaucoup de choses dans tous les sens. Mais j'espère que ça va un peu s'apaiser. Qu'est-ce que tu en attends d'ailleurs? Est-ce que ça va permettre peut-être de lever des fonds supplémentaires pour ces maisons, ce film? Qu'est-ce que tu en attends, toi, au bout du compte? Ça peut, parce que le film montre bien qu'en fait, on a besoin de la société civile, on a besoin de dons tout le temps. Mais ce que j'en attends surtout, c'est que le sujet devienne encore plus compris par la population. Parce que les témoignages, en fait, sont très, très émouvants. À chaque fin de projection, on a fait beaucoup d'avant-premières avec les actrices, avec la réalisatrice et la productrice. Beaucoup de gens, et notamment des hommes, viennent nous voir en disant « Mais je ne savais pas tout ça, moi. J'avais absolument pas conscience que c'était aussi fréquent, aussi banal, aussi difficile. » Et rien que ça, et que les hommes viennent en disant « Mais en fait, je comprends que j'ai ma part de responsabilité. » Alors peut-être pas moi, personnellement, mais moi, la moitié de l'humanité, le sexe dit fort, j'ai une part de responsabilité et que peut-être j'ai aussi quelque chose à faire pour que ça s'arrête, pour que ça ne se reproduise pas. Rien que ça, c'est déjà énorme. Donc c'est bien si les hommes viennent voir ce film. Il faut que les hommes viennent voir voir le film. Ça doit être une obligation. Qu'est-ce que tu gardes comme témoignage de toutes ces patientes que tu as rencontrées? Quels sont ceux qui vont rester? Alors tu vas peut-être me dire toutes ont une histoire, mais je suis sûre qu'il y en a certains témoignages qui ont été plus forts que d'autres, qui t'ont beaucoup plus marqué que d'autres. En fait, les femmes qui m'ont le plus marqué, c'est celles qui ont réussi à changer le cours de leur vie. Alors j'ai été une facilitatrice, parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui décident de changer leur vie, et pas moi. Mais quand elles reviennent en me disant en fait, finalement, je vous ai écouté, alors ça peut être n'importe quoi. J'ai repris mes études, j'ai quitté ce conjoint violent, j'ai accepté un poste à responsabilité alors que je m'en sentais pas capable. Quelque part, j'ai changé ma trajectoire. Ce sont pour moi les plus beaux souvenirs, parce que si on a pu aider ces femmes à faire ça, c'est tellement important, c'est tellement énorme, parce que tu aides une femme à changer de trajectoire et tu sais que ses enfants vont en bénéficier, son entourage va en bénéficier. Donc, quelque part, tu apportes en fait du mieux dans le monde, et on devrait tous avoir envie de faire ça. Et tu as en toi 1 ou 2 exemples? Oui, j'en ai beaucoup. J'ai des gamines, par exemple, que j'ai réussi à convaincre de ne pas quitter l'école, alors qu'elles étaient extrêmement désespérées, que tout leur paraissait trop dur, qu'elles me disaient même « Oh, je vais faire un enfant, comme ça j'aurai les allocations de la CAF, et ça va aller. » Et où je leur disais « Mais si tu fais ça, je veux plus te voir. » Presque dans la menace, tu vois, mais comme une maman un peu énervée. Et j'en ai 2, 3 qui ont passé leur bac, qui ont commencé des études d'infirmière, d'aide-soignante, et qui aujourd'hui sont diplômées et travaillent, ne pensent plus à faire des enfants pour que ça améliore leur vie, parce que clairement ça va jamais améliorer leur vie de faire des enfants dans des conditions mauvaises. Donc oui, j'ai 2, 3 histoires comme ça. J'ai quelques femmes puissantes qui ont fini par quitter un conjoint extrêmement violent et à retrouver l'amour, la sérénité, la confiance en elles aussi. Et ça, ces femmes-là, je leur suis très attachée, parce que ce ne sont pas des femmes qui viennent comme ça dans une maison des femmes. C'est des femmes que j'ai pu voir en consultation, parfois ailleurs, ou bien de manière beaucoup plus individuelle. Et elles n'ont pas les mêmes besoins. Elles n'ont pas besoin qu'on leur trouve un avocat, elles claquent des doigts, elles en ont 3. Mais elles ont besoin qu'on soit derrière elles, qu'on les croie, et qu'elles puissent compter sur nous à tous les moments où elles faiblissent un peu. Et ça, j'ai quelques patientes accompagnées comme ça. Et je sais aujourd'hui qu'elles sont super heureuses et qu'elles ont réussi à sortir de l'enfer. Et quand tu étais dans cette maison, j'imagine que tu as vu des situations aussi de jeunes femmes, de mineurs venir frapper à ta porte, que tu as recueillies un soir, par exemple. Enfin, on s'imagine aussi ça, c'est-à-dire des femmes qui sont complètement perdues, désespérées, et qui ont entendu parler de cette maison et qui viennent frapper à ta porte. J'imagine que ça t'est arrivé, ça aussi, de tomber sur ce type de situation. Bien sûr. Alors, la règle du jeu, moi, je l'ai transgressée 2 fois, c'est on n'emmène pas les patientes à la maison.
parce que c'est pas une bonne idée. Tu sors de ton rôle, il n'y a plus la bonne distance. Bon, après, de temps en temps, quand c'était vraiment dramatique, j'ai pu le faire. On essaie surtout d'avoir des ressources, d'avoir des relais pour l'hébergement, pour ce genre de choses. Et puis, parfois, il nous est arrivé de rester très tard en attendant, par exemple, que une gamine mineure soit récupérée par les services sociaux, parce qu'il fallait surtout pas qu'elle rentre chez elle. Oui, tu te mets à faire des choses un peu inhabituelles, ça c'est sûr. Il faut accepter de sortir du cadre, mais pas trop, parce que sinon ça peut pas tenir. Et puis, surtout, quand tu parles des mineurs, et notamment des très jeunes femmes, ça c'est un public auquel je tiens beaucoup, parce que ce sont elles, en fait, qu'on peut aider le plus. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi un foyer d'hébergement. Alors là, il n'est pas du tout relié à l'hôpital, il est géré que par l'association. Et on a un agrément pour 35 jeunes filles de 18 à 25 ans victimes de violences qu'on héberge, pour le coup, qu'on accompagne avec des éducatrices, des psychologues, une psychiatre, une directrice, etc. Et ça aussi, c'est passionnant parce que par moment, pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, mais par moment, certaines de ces gamines trouvent, en étant hébergées et accompagnées, le ressort qui leur manquait, là encore, reprendre des études, hein, c'est mon dada, d'abord des études, et ensuite trouver un travail, et ensuite quitter le foyer, louer quelque chose et gérer leur vie. Ça, c'est magique. L'indépendance. Retrouver cette indépendance. L'autonomie. Et est-ce que tu t'es parfois sentie menacée ? Parce que ces femmes, elles fuient. Ça peut être un homme violent ou une personne qui les a agressées, etc. Est-ce que toi-même, tu t'es sentie menacée ou tu as eu des menaces ? Quelques maris énervés. Mais ça n'est jamais allé bien loin. J'ai jamais eu besoin d'aller déposer plainte ou d'appeler la police. Non, ça c'est heureusement. Je pense que le fait d'être dans un hôpital, ça impose aussi un cadre. Les gens ont moins envie de venir la mettre blouse blanche le bazar. Effraie un petit peu. Oui, et puis dans l'hôpital, tu vois, c'est quand même une instance, c'est quelque chose. Et nous, on a été relativement protégés de ce genre de choses. Mais ça reste une inquiétude pour les équipes. C'est-à-dire que, tu vois, il y a une sonnette à l'accueil, un bouton, si tu appuies pour que l'équipe de sécurité de l'hôpital arrive ventre à terre quand potentiellement il y a un truc grave. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que toutes celles que tu as pu rencontrer, tu as réussi à les sauver ? Certainement pas. Ça, tu ne peux jamais dire ça. D'abord parce que tu ne pars pas comme ça du jour au lendemain. Tu ne quittes pas ta vie, sauf si on t'a pratiquement tué. Et là, tu te dis, bon, la prochaine fois, je meurs. Mais la plupart du temps, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est que ça aille mieux. Elles veulent pas vraiment partir. Elles veulent que leur mari redevienne le prince charmant qu'il était il y a 20 ans. Ça a duré 3 mois, le temps qu'elle soit bien sous sa coupe. Mais elles veulent pas partir. Et puis, c'est difficile de partir. Parce que tu as justement cet homme-là, tu l'as aimé, tu l'aimes encore, tu as des enfants avec lui, tu as toute une histoire. Et si tu n'as aucune autonomie financière, mais tu pars pour aller où ? Pour faire quoi ? Tes enfants, ils vont trouver que c'est mieux à la maison avec papa, il y a plus de facilité, il y a plus d'argent. Aller avec maman à 4 dans une chambre d'hôtel sordide, c'est pas intéressant. Donc non, tu sauves pas tout le monde. Hélas. Ça veut dire que tu as certainement rencontré des femmes qui sont mortes sous les coups de leurs concubins, de leurs compagnons. Je crois qu'il y a une femme qui est décédée dans ces conditions et qui était passée par la maison des femmes, mais de manière assez fugace. C'est sûr que c'est un stress pour les équipes qu'une femme accompagnée dans une maison des femmes finisse par mourir. À Saint-Denis, ça ne s'est pas vraiment produit. Dans les autres maisons des femmes, je ne sais pas. Mais c'est pas impossible. Je sais qu'il y a eu des hommes violents, par exemple, qui sont allés tuer leurs femmes dans des foyers d'hébergement. Tu vois, ça c'est quand même hyper traumatisant parce que tu as l'impression qu'elles ne sont en sécurité nulle part. Et c'est à éviter. Et les féminicides augmentent. En 24, je crois que c'était plus 11%. Les chiffres de 25, je crois que c'était de l'ordre de 164 féminicides en 25. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs comptabilités. Tu as les assos qui comptent, tu as le ministère qui compte, et c'est pas les mêmes chiffres. Pas les mêmes chiffres, ouais. Alors moi, je dirais qu'il y a plutôt une stabilité, ce qui déjà est hyper choquant. Parce que comment est-ce que ça ne recule pas, alors qu'on est plus vigilant, un peu plus efficace. Donc ça, déjà, c'est très démoralisant.
Et puis après, il y a une autre façon de compter si tu rajoutes les suicides forcés. C'est ce qui a été la nouveauté ces dernières années, c'est d'arriver à faire accepter dans la loi qu'une femme qui se suicide parce qu'elle vit tellement de violence que la mort lui paraît plus douce, c'est l'équivalent d'un féminicide. Et ça, c'est très très bien illustré par Christina Brady, la femme de Bernard Cantat, qui s'est pendue. Et alors évidemment, la première idée, c'était oui, elle était dépressive et elle s'est pendue. En fait, les écrits qu'elle laisse, les lettres, son journal, montrent que sa vie était un tel enfer que jamais personne n'avait réussi à l'aider vraiment, qu'elle s'est dit bon stop, j'arrête. Si on compte ces femmes-là, en fait, on rajoute près de 300 décès. Donc tu vois, on passe de 130, 150 à 450, ce qui change un petit peu les statistiques. Donc tout dépend de comment tu comptes. Mais globalement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucune impression que les féminicides tendent à baisser. Et ça, c'est vraiment, ça doit être une préoccupation du gouvernement, parce que c'est insupportable et c'est totalement inadmissible. Mais comment peut-on faire ? Parce qu'on a l'impression, si tu veux, que chaque année, alors avec t'en as connu des ministres à l'égalité entre les femmes et les hommes depuis que tu as créé la Maison des Femmes, je pense, tu as dû en voir passer quelques-unes. Oui, à la santé aussi. À la santé aussi. Donc elles sont volontaristes, mais on a l'impression que ça n'avance pas et que chaque année c'est pareil. Il manque des moyens. Est-ce que c'est une histoire d'argent ? C'est en partie une histoire d'argent. Parce que si tu as plus de soignants, si tu as plus de policiers, les policiers, ils te disent notre commissariat, il est formaté pour 16 policiers, on est 8. Et on nous dit, vous devez tout traiter, les violences conjugales, ça c'est prioritaire, et puis après il y a tout le reste, et comment on fait ? Bon, mais je les entends, moi, ces policiers, c'est pas possible. Les magistrats, ils te disent, on n'en peut plus. On croule sous les dossiers, on n'est pas assez nombreux, on finit nos audiences à 2h du matin. Tout ça n'est pas normal. Donc, il faut des moyens humains, évidemment, donc de l'argent. Et puis, peut-être une politique un peu plus volontariste, notamment en milieu scolaire, dans tous les milieux où il y a de l'éducation. Parce que on a accès aux jeunes. On a une loi depuis 2001, normalement, pour faire l'éducation sexuelle. Mais oui, mais 3 séances, normalement, au collège, au lycée, c'était pas suffisant, ou c'est pas appliqué, ou les parents, aujourd'hui aussi, pas appliqué. Refusent. C'est pas appliqué, les directeurs ont peur, les parents refusent. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on a appelé ça éducation sexuelle. Ce qui est un peu tu l'aurais appelé comment ? Absurde. Je dirais éducation à la citoyenneté, moi. J'élargirais. Si tu veux, les violences, c'est une question de sociétale, c'est pas une question sexuelle. Bien sûr qu'il y a les violences sexuelles. Donc si tu mets, alors aujourd'hui c'est mieux, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Najat Vallaud-Belkacem avait tenté avec les abécédaires. Les ABC de l'égalité. Tu vois, elle avait changé le nom. Et puis ça n'a pas forcément mieux fonctionné non plus. Non, parce que les gens continuaient à dire on veut apprendre à nos enfants à faire l'amour, on veut les pousser à avoir une sexualité adolescente, on veut leur apprendre à se masturber, on veut promouvoir l'homosexualité. Enfin, tu entends, mais que des trucs comme ça, des raisonnements absurdes. En fait, ce qu'on veut, c'est que les enfants soient conscients de leurs émotions, de tous les stéréotypes aussi que les familles véhiculent, que la société véhicule, pour qu'ils essayent un petit peu de s'en détacher. C'est pas facile, ça prend du temps. Et trois séances, c'est forcément pas assez. Ce qu'il faut, en fait, c'est que au fur et à tout au long du temps éducatif, les enseignants soient le relais de cette politique, qu'ils soient à l'aise avec, qu'ils comprennent. Et aujourd'hui, il y a un programme assez intéressant qui permet de faire le lien entre des œuvres, tu vois, littéraires à étudier à l'école, mais qui ouvre sur ces questions-là, de l'intimité, du consentement, du respect de l'autre, du respect du corps. C'est pas une question bêtement de sexualité. Ça va bien au-delà. Donc il faudrait que les profs se saisissent de ça, qu'ils soient formés, parce qu'ils sont un peu inquiets. Moi, c'est pas mon métier, je sais pas faire, je sais pas comment en parler, mais que ça infuse toute l'éducation. Et qu'à tous les moments, notamment, on sait très bien aujourd'hui que les violences, elles interviennent dans des milieux de pouvoir. À partir du moment où tu as du pouvoir, alors ça peut être le pouvoir des profs sur les élèves, ça peut être le pouvoir des coachs sportifs, ça peut être le pouvoir des réalisateurs sur les acteurs. Dès qu'il y a du pouvoir, ça fonctionne comme ça. Et regarde aujourd'hui, dans le périscolaire à Paris, tous les scandales qui sortent tous les 4 matins sur les agressions sexuelles faites sur des très petits enfants par des éducateurs. Donc là, tu touches autre chose. Comment on recrute les gens ?
Est-ce qu'on s'intéresse à leur casier judiciaire? Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les balance comme ça avec des gamins? On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est horriblement dangereux. C'est suicidaire de faire ça. Donc là encore, il faut que tu payes bien les gens, il faut que tu dépenses de l'argent pour les former. Donc à la fin de la chaîne, tu retrouves toujours l'argent. Mais en fait, c'est ce que tu fais de cet argent qui est intéressant. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, avec ce monde assez instable quand même et difficile en ce moment, est-ce que tu crois que l'argent, le gouvernement par exemple, va le mettre pour ces causes-là? Non, je crois que pas encore, mais je crois que on devrait tous, nous, la société, pousser pour que justement cet argent soit dépensé à bon escient. Aujourd'hui, on va dépenser des millions pour faire une guerre qui, on voit bien déjà là comment les États-Unis commencent à être englués dans l'affaire iranienne. On va rien résoudre en faisant la guerre, c'est une illusion. Donc si on pouvait dépenser un peu plus pour autre chose, ça serait pas mal. Je ne sais pas comment on va y arriver, mais il va bien falloir. Rada, comment tu vois l'avenir des femmes en France? Je le vois plutôt assez positivement, parce que Parce qu'on n'a pas parlé non plus d'IVG. Oui, oui, on peut, si tu veux. On pourrait aussi. Mais non, je pense que quand même, être française reste une chance dans la vie, par rapport à toute grande partie du monde où c'est tellement plus difficile pour les femmes. On est très très loin d'être arrivé à l'égalité réelle, d'avoir toute la sécurité nécessaire pour mener nos vies comme on le souhaiterait. Mais c'est quand même, on a une base assez solide et assez positive. Alors, je ne pense pas que dans 10 ans, dans 20 ans, les choses auront radicalement changé. Mais je suis persuadée que dans une génération ou deux, peut-être que toutes les questions qui nous agitent aujourd'hui auront trouvé certaines réponses, parce que si elles ne les trouvent pas, c'est qu'en fait la société sera complètement foutue. Et ça, je ne peux pas l'envisager. Est-ce que tu crains 2027? Énormément. Je crains 2027, je crains le basculement dans les extrêmes. Je ne sais pas comment nous, société civile, on peut agir. Bien sûr, on va voter, mais on voit bien que les dés peuvent être pipés par la com, par les fake news, par tout un tas de choses qu'on ne maîtrise pas, en fait, et qui vont impacter les esprits et les engager dans des chemins sans issue. Je suis très inquiète. J'espère qu'on va arriver, pendant cette année qui nous reste, à remobiliser les gens autour des choses essentielles, en fait, avec lesquelles on a envie de faire société. Et de ne pas laisser les extrêmes faire peur à tout le monde. Et quand les gens ont peur, ils votent pas forcément bien. Leurs motivations ne sont pas forcément les plus utiles. Et ça, c'est dramatique. Or, on voit bien que les extrêmes jouent sur cette peur. La peur de l'autre, la peur de l'étranger, la peur des femmes qui viennent piquer le boulot de tout le monde. Tout se joue sur la peur. Il faut qu'on arrive à dépasser cette peur et à se dire qu'est-ce qu'on veut ensemble, demain, comment on veut vivre ensemble. Parce qu'on va devoir vivre ensemble. Hommes, femmes, Français de souche et Français de pas souche, et pas Français du tout. Il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes filles aujourd'hui, aux adolescentes qui vont devenir des jeunes femmes ou des citoyennes de demain? Super bien bosser à l'école, embrasser les carrières scientifiques, n'avoir peur de rien, et ne pas croire au prince charmant, c'est déjà pas mal. Tu vas retourner au Liban? J'avais prévu d'y aller ce printemps. Là, évidemment, c'est pas possible. Oui, je voudrais... J'ai un projet de maison des femmes au Liban, en fait. Parce que je me dis, voilà, qu'est-ce que je sais faire? Comment je peux aider? C'est mon pays, je l'ai quitté il y a presque 50 ans. C'est pas évident. Mais en même temps, j'y suis très attachée. Et les femmes libanaises, elles ont encore plus besoin que les autres qu'on arrive à les accompagner, parce que la violence, pour le coup, familiale et conjugale, là-bas, elle est très importante, et le tabou, il est 1000 fois plus puissant qu'en Europe. Donc tu vas continuer ton combat? Oui, mais je recrute des alliés. Non, mais maintenant, j'ai une directrice générale formidable, et on va encore renforcer l'association, parce que, en fait, on a de plus en plus de travail. Et il y a 10 ans, j'étais seule. Aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, il faut recruter des gens, il faut partager le travail. On peut faire des dons à la Maison des femmes? Il faut faire des dons à la Maison des femmes. C'est très facile. Il faut aller sur le site et il y a un gros bouton qui s'appelle « Je donne ». On appuie
Rada, une dernière question. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Oula. En vrai, au fond de moi, je suis très fière de mes enfants. Parce que je crois, j'espère, avoir réussi à en faire de vrais citoyens. Tu as des filles? J'ai 2 garçons et une fille. Et de ce que je vois, après je peux me tromper, mais mes belles-filles sont assez heureuses de la manière dont mes garçons fonctionnent. Et alors mon gendre, il est moins content parce que ma fille, elle est un peu féministe et plutôt... Elle a de qui tenir? Oui, mais bon, elle n'exerce pas de la même façon. Non, je pense que mes gamins sont concernés par la société, ont envie de faire leur part, sont hyper respectueux justement du consentement de l'autre. Et je crois que c'est ma plus grande fierté. Parce que ça c'est l'avenir, ça reste. Bon, et puis je suis très heureuse de ce qui s'est passé autour de l'aventure Maison des Femmes, qui n'était absolument pas prévu. Et aujourd'hui, évidemment, de savoir qu'il y en a autant, que c'est un sujet, qu'il y a un film, que le gouvernement ne peut plus faire sans nous, un peu, c'est sûr que c'est aussi des motifs de fierté. Et ta famille, tes parents, tes frères, ils sont fiers de Rada Hatem? Alors, mes parents sont décédés, mais ils ont pu voir un peu les débuts de l'affaire et je pense qu'ils étaient assez fiers. Oui, mes frères sont fiers, mais en même temps, ils passent leur temps à râler parce que je dis que c'est eux qui m'ont appris à me battre et ça les agace. Ils ont eu raison? Non, c'était pas... Ils ont eu raison de t'apprendre à te battre. Non, j'aurais pas dû avoir à me battre. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il faut, tu sais, ce qu'on t'a fait, ce qui est important, c'est ce que tu fais de ce qu'on t'a fait. Donc, c'était pénible parfois d'avoir 3 frères. Mais oui, ça m'a appris à me battre et ça m'est très utile. Merci beaucoup, Rada Hatem, pour cet entretien. J'ai un petit carnet des expertes c'est la tradition, que tu vas me signer. Oh, voilà, avec plaisir. Une petite signature, un petit mantra, ce que tu veux. Je te laisse prendre la suite. Est-ce que je peux me séparer de mon micro? Oui, tu peux. Et puis vous pouvez retrouver donc ce podcast sur notre compte YouTube de TF1 Info et sur toutes les plateformes également de diffusion des podcasts. Merci beaucoup, Rada. Merci à toi.